J'aimerais me présenter. Mon nom est Wendy Horn et je travaille pour CISRA. En plus des questions de créditation, je supervise le syndicat qui opérationnalise le cadre réglementaire. Certains ont peut-être déjà vu leur CV. Je supervise et je révise. Nous avons quelques notes, de logistique à vous rappeler tous, que vous soyez en personne ou virtuellement et donc cela servira aussi de bienvenue pour ceux qui sont ici de façon virtuelle. Je veux vous rappeler que cette séance est enregistrée avec de la simultanée comme traduction, interprétation simultanée. On peut vous fournir un casque d'écoute si vous êtes en personne et que vous voulez écouter en français. Si vous êtes à la maison, vous pouvez cliquer en haut de votre écran à droite et sélectionner le français afin d'entendre la voix de l'interprète en français. On va prendre des questions à la fin de la séance et comme vous l'avez vu ce matin, toutes les questions sont également mises dans l'application. Si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter à l'application, vous pouvez toujours nous poser votre question ici en avant et on se fait un plaisir d'y répondre. Cela nous amène donc aux présentations du panel. J'aimerais rapidement vous parler de nos panélistes, mais en ordre. À ma gauche, Marie Moldani, qui est la directrice générale du CSI, une division de Moody's. Elle occupe cette fonction depuis 2010. Pour les fins de protection des titres, je voudrais vous rappeler que CSI a 2 désignations pour des planificateurs financiers, PFP en anglais, et des conseillers financiers comme conseiller en matière de données financières. Et à sa gauche, Tashia Bastoun, présidente et PDG de FP Canada et à la tête qui fait la révision des services financiers dans la profession au Canada et finalement aussi Anthony Williams. Et ils sont tous des personnes qui ont leur titre d'accréditation, conseiller financier de planification en matière de retraite et en matière de planification. Donc, bienvenue à notre panel aujourd'hui. Et juste pour fin informative, malheureusement, nous n'avons pas un représentant pour la séance d'aujourd'hui de CIRO ou du marché FSRA. Mais si vous avez des questions pour eux, vous pouvez quand même les soumettre et toutes les questions qui vont être soumises vont être éventuellement répondues, peut-être pas immédiatement, mais on va les prendre en délibéré et on les mettra sur le site web et on va y répondre, si ce n'est pas immédiatement, plus tard. On peut donc commencer. Aujourd'hui, je sais probablement que la plupart parmi vous, au niveau de la protection des titres en matière publique, savent que tout cela est au niveau des règlements des législateurs, de la réglementation. Il y a des processus de plainte et ils ont besoin de se soumettre à un code de conduite, signer des attestations de respect des règles de conduite. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion d'entendre parler des différentes organisations d'accréditation et je suis très excitée aujourd'hui de pouvoir euh, le faire ici. Donc, Natacha, selon vous, quel est le rôle des OC dans l'accomplissement du mandat de la FSRA, en particulier sur la protection des droits et des intérêts des consommateurs? Et la deuxième partie de cette question, comment votre organisation soutient-elle la protection des consommateurs par le biais de son programme d'accréditation? C'est une grosse question. Donc, tout d'abord,
Nous ne sommes pas, lucratifs. Donc tout ce qu'on fait, c'est, s'assurer que les intérêts des consommateurs et du public sont protégés et ce qui a vraiment fait une différence dans ce cadre, c'est qu'il y a maintenant des normes que les personnes ayant des titres protégés, s'attendent à ce qu'on protège. Nous avons travaillé étroitement avec la FSRA et avons été des activistes dans les meilleurs, standards. Donc, dans ce contexte, c'est très important pour nous que le travail qui est fait soit bien fait et qu'on puisse participer, heu, de cette façon. Comment pouvons-nous continuer à protéger ce cadre? Les corps accréditeurs, doivent continuer à servir le public et en fin de compte, nous avons un rôle d'aider la FISRA à comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qui change dans l'environnement des consommateurs? Qu'est-ce qui se passe là-bas à l'extérieur afin de demeurer pertinent et de continuer à soutenir, à maintenir ce travail. Donc, c'est un petit peu ce contexte-là dans lequel on œuvre, s'assurer que les différents corps accréditeurs, puissent continuer à assumer ce rôle. Nous, afin de protéger les consommateurs, j'appelle tout cela comme une triade, hein, sur laquelle se repose la plateforme, comme 3 pattes d'un tabouret. La révision, ils doivent s'assurer de toujours être, en mat à la fine pointe de la révision, de 2 d'assumer les standards internationaux, que tout cela soit bien intégré avec les normes. On est en constante évolution avec la technologie et nous savons comment nous sommes affectés au niveau des changements qui peuvent nous affecter au niveau de la planification financière de notre industrie et troisièmement, les codes d'éthique, de la profession, la responsabilité professionnelle, l'éthique et ces normes doivent être, très robustes, développées avec transparence et cela, se passe, et c'est très important ici au Canada et on veut les développer également de façon globale. Et troisièmement, la troisième patte de ce tabouret, c'est d'avoir les bonnes mesures de mise en œuvre, afin l'assurer la conformité. Elles doivent être développées, robustes et mises en place. Donc, dans le travail qu'on fait, on répond souvent à des plaintes du public. On cherche afin de s'assurer qu'il y a peut-être là des fois où il y a eu des plaintes. C'est très important comme processus et on veut s'assurer que vous avez de la représentation sur vos panels, que vos décisions sont prises de façon publique. Tout ça, ce sont des choses importantes que vos différents corps, vos différents, hem, organismes accréditeurs, doivent avoir en tête. Est-ce que vous menez un programme qui est progressiste? Est-ce que vous réhabilitez les gens? Est-ce que c'est pour des infractions de plus basses normes? Oui, absolument. Il y a différents niveaux de sanctions dont le panel peut se munir. Parfois, c'est des conseils. On dit à l'individu: «Voilà ce que vous avez mal fait, voilà ce que vous pouvez faire pour corriger». Cela dépend de la sévérité de la question. Notre panel, peut et notre, conseil peut, heu, suspendre de ses fonctions quelqu'un qui a vraiment, fait quelque chose de particulièrement grave, mettant le public en danger et on peut aussi retirer les différents titres et accréditations de quelqu'un, dépendamment de la sévérité de l'acte commis ou de l'infraction commise. Deuxième question pour tout le panel. Marie, alors je m'adresse d'abord à vous. Quel changement avez-vous dû apporter, le cas échéant, pour vous assurer que votre organisation avait mis en place
la structure de gouvernance, les politiques et procédures administratives appropriées pour servir l'intérêt du public. Nous sommes un organisme d'accréditation depuis environ 50 ans. La réglementation, quand vous travaillez pendant autant de temps, 50 ans dans un organisme, ça devient une seconde nature. On avait déjà un processus d'accréditation en place pour tous nos programmes. On avait un code d'éthique assez strict pour toutes nos parties prenantes et on a aussi mis en place des sanctions pour ceux qui ne se soumettaient pas aux normes et on a toujours, vu notre position, comme groupe afin d'offrir des conseils financiers aux Canadiens. Que vous ayez besoin de conseils financiers simples ou complexes. Donc, la planification financière peut aller pour les gens des succursales jusqu'au marché mitoyen, jusqu'aux personnes très nanties financièrement, afin de répondre aux besoins de chacun de ces marchés. Et c'est très important pour nous. Nous ne regardons pas seulement les consommateurs de nos programmes à nous, comme les planificateurs financiers, les conseillers financiers à qui, on a donné la formation. Mais au-delà de ces personnes, le public a des besoins. Quels sont les besoins que ce public, heu, dont ce public a besoin? Comment pouvons-nous les servir? Donc, on amène les gens qui viennent dans l'industrie, on les forme et on les accompagne à travers leur carrière. Au fur et à mesure que la complexité des services qu'ils offrent, évolue, jusqu'au niveau de haute, direction, on met vraiment l'accent sur le fait qu'une fois qu'on a accordé une désignation à quelqu'un, ils ont confiance en eux et quelqu'un qui est confiant en soi est quelqu'un qui est compétent devient plus confiant et vice versa. Donc on peut vraiment assurer que ces gens sont compétents et qu'ils démontrent, cette compétence avec leur confiance, qu'ils aient confiance en leurs compétences. Disons, par exemple, si jamais vous aviez reçu, une plainte, quelqu'un qui avait été, heu, désigné, qui a reçu une accréditation et qui pose un geste dont, on n'est pas satisfait, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un processus en place, un processus de plainte. Le consommateur pourrait se plaindre et on peut regarder ce que Sear a fait. Donc, bien souvent, dans notre industrie, si, la personne, reçoit une sanction de CIRAC, on se dit: «Qu'est-ce qu'on peut faire nous pour imposer cette sanction, la mettre en œuvre?» Mais on a aussi renforcé nos processus. Parfois, on met à défi quelqu'un. On a un comité d'éthique, il y a un comité d'appel des décisions prises avec plusieurs niveaux d'appel et si vous mettez à défi quelqu'un, les sanctions existent et on va les mettre en œuvre une à la fois. Maintenant à toi, une question, Anthony. Des changements dans ton organisation comme organisme de réglementation? Merci, Andy. Pour, mettre, en é faire écho à ce que Murray a dit, notre organisation existe depuis, presque 50 ans et pendant cette période, on a été un fournisseur, de formation, on a géré nos propres titres, depuis tout ce temps-là. Donc, j'ose espérer que nous avons une structure en place, un organigramme, et on reconnaît par contre, qu'il y a toujours de la place pour, s'améliorer et un des bénéfices majeurs, selon moi, et j'appelle ça un bénéfice, un des bénéfices, heu, par rapport à cette application comme organisme d'accréditation qui offre
des qualifications aux autres, c'est de pouvoir regarder les politiques et procédures qui existent et d'examiner quelles sont les mauvaises habitudes qu'on a prises au fil du temps. Comment pouvons-nous améliorer les choses? Comment pouvons-nous devenir plus efficaces? Et aussi s'assurer de remplir notre mandat de protection du consommateur et aussi de s'assurer de pouvoir vraiment faire en sorte que les mesures de contrôle sont resserrées. Et s'il y a des amendements en matière de protection du consommateur, et c'est vraiment une des portions du travail qu'on fait, mais aussi au niveau de l'éthique, notre organisation s'attarde à plusieurs ch- niveaux d'implication, pas juste offrir des formations, mais aussi des ateliers, l'organisation de conférences. Et cela se reflète, je crois, lors de nos ateliers. On parle d'éthique professionnelle, de formation. Je crois que c'était donc une bonne opportunité de pouvoir prendre le pouls de la position que nous occupons sur le marché comme organisation et de pouvoir continuer à mener notre mandat de protection du consommateur. Natacha, je crois que je vais faire écho à ce que mes collègues ont dit. Nous avons toujours eu un mandat de public, c'est le cœur de ce qu'on fait. Donc, pour nous, il n'y a pas eu de changement significatif depuis le cadre réglementaire. On continue à faire les choses de la même façon dont on l'a toujours fait. On s'assure que euh, les intérêts du public et de nos membres sont toujours servis. Il y a trois organismes qui existent depuis plusieurs décennies ici, donc c'est très pertinent ce qu'ils ont à partager. Cette question est pour Laurie. Comme vous l'avez mentionné, le SCI a une longue histoire d'offrir de la formation au niveau national et international. Et la question est, comment la culture de votre organisation a-t-elle évolué depuis qu'elle est devenue un organisme OC agréé? Je dirais que je vais mettre l'emphase sur le discours qu'on tient par rapport à mettre le client en avant de tout. Ça a toujours été quelque chose qu'on a fait. On a un code d'éthique, on communique cela dans nos documents. On regarde constamment le consommateur. On regarde comment on a développé nos matériaux avec en tête la question comment les consommateurs vont-ils recevoir l'information que vous allez donner aux planificateurs ou aux conseillers financiers doivent garder en tête, est-ce que ceci intéresserait le client? Est-ce que c'est pertinent? Mais je crois qu'on ne l'a pas dit suffisamment. Et je crois que dans la dernière année, on a mis sur place des webinaires et on a mis l'accent sur cette question. On veut s'assurer que ce soit vraiment quelque chose à l'avant-plan de ce que les gens font de façon exhaustive. Donc, je dirais que au niveau culturel, c'était là, mais on ne le faisait pas suffisant et qu'on l'a rendu plus apparent. Et avez-vous eu de la rétroaction par rapport à ce webinaire? Je crois que c'était en octobre. Ça a été très positif, les commentaires qu'on a reçus. Je crois que les gens comprennent que d'être capable de faire quelque chose pour le bien des autres. Si vous êtes conseiller financier ou planificateur financier, c'est pas seulement que vous êtes intelligent, compétent et que vous avez de l'expérience, mais c'est parce qu'ils peuvent aider les gens avec leurs finances. C'est c'est une occupation noble qui a une belle euh, différence, qui fait une belle différence dans la vie des gens. Et je crois que les gens voient cela clairement. On met le client d'abord.
Les réactions aux webinaires qu'on organise sont très positives. Les gens sentent qu'ils se joignent à un webinaire, mais qu'ils apprennent et qu'ils arrivent à faire un impact positif dans la vie des gens. Ça, c'est pour toi la question, Anthony, pour le bénéfice de tous ceux dans la salle, mais aussi en ligne. Le vendredi dernier, nous avons fait le lancement de l'outil CCT, outils provinciaux. Alors, vous ne saviez pas que vous auriez besoin de ça aujourd'hui. C'est l'acronyme CCT. Ça vous peut être quoi, 5 $? Anthony, comment pensez-vous que ce registre public des détenteurs de titres a- aura un impact et comment cela contribuera à la sensibilisation et protection des consommateurs de façon importante, répond Anthony. Je crois que ce sera un outil utile que les conseillers planificateurs financiers pourront utiliser et travailler avec cela, qu'ils considèrent s'en servir ou qu'ils pourront effectivement s'en servir et que ils vont continuer à rencontrer les exigences et un aspect important de ces différents titres. Je crois que c'est important de comprendre que c'est un outil de protection du public important et ça va offrir aussi une certaine paix d'esprit aux consommateurs de pouvoir avoir accès à ces outils comme, comme conseiller financier. C'est très utile selon moi. Quelque chose d'intéressant au sujet de ce registre public, c'est qu'il consolidera l'information des différents organismes accréditeurs et le mettra sur un site centralisé, sur un site web. Donc, ce sera très pratique d'abord. Et si les gens veulent obtenir des informations importantes et pertinentes au sujet d'un individu avec lequel ils travaillent, ils pourront très simplement utiliser cet outil. Ça enlève aussi beaucoup cet aspect de travail, d'enquête, de recherche qui est parfois laborieux. On pense souvent au registre public du point de vue du consommateur. C'est très important, c'est sûr, mais c'est également important pour le conseiller, pour le planificateur lui-même. Gardez en tête que si vous avez des titres, ces titres apparaîtront sur le registre public, la firme pour laquelle vous travaillez, vos titres, vos compétences, vos qualifications vont apparaître. Et le fait que votre nom apparaîtra sur ce registre et que ça va être bien indiqué, ça peut bâtir une crédibilité importante immédiatement pour vous. Par ailleurs, je crois que le registre public et le fait, cela pourra offrir aux planificateurs une meilleure façon de mettre à jour leurs données. Vous voulez vous assurer que vous êtes à jour avec vos titres, par exemple. Par exemple, si vous avez un individu qui a négligé ou à renouveler ses cotisations annuelles ou peut-être à compliquer sa formation. Dans l'ensemble des choses, c'est peut-être pas un bris majeur, mais ça peut avoir un impact sur le statut, sur son nom, à côté, sur le registre. C'est très important, je crois, que les conseillers et les planificateurs s'assurent que toutes leurs choses sont mises à jour. Donc, en ce sens, je pense que le registre public est un outil de protection publique très utile. Et aussi, je pense que ça va faire assez de bien, beaucoup de bien. Certainement, c'est différent à ce qu'on avait dans les autres régimes où je pense que le consommateur se trouvait dans une position où s'ils avaient un problème, ils ne savaient vraiment pas où aller, où commencer ou comment procéder. Mais maintenant, on a l'outil. Donc, le point de vue
de notre côté, c'est la compréhension. Et comme bien l'a dit Nathalie, on vient de la lancer il y a quelques jours. Je pense alors que dans un monde idéal, si on arrive à un point où, disons, un consommateur a un problème ou une question financière, la première connexion qu'ils font, c'est avec cet outil-là de registre public. Ils peuvent voir l'information directement dans la page numérique et décider quoi faire dans le prochain pas. Et quand on arrive à cette étape, je pense que vraiment là, on va tous gagner. Et maintenant, je vais passer au reste du panel, mais je dois te dire quelque chose avant de continuer. Pour la préparation d'aujourd'hui, je jouais avec la CCT, je l'ai fait pendant le week-end, et je peux te dire quelque chose. L'outil est vraiment très puissant. Je peux voir immédiatement le bénéfice pour le consommateur ainsi que pour les conseillers financiers ou quelle personne qui se trouve dans la nouvelle catégorie. Et je peux dire aussi que vous pouvez voir très clairement et facilement qu'il y a des personnes avec toutes les accréditations nécessaires pour vous donner une idée plus claire de ce qu'ils font, à quoi ils se dédient. Et c'est incroyablement facile d'utiliser. Donc, on passe par un processus de transformation digitale dans toute l'organisation, mais celle-ci, je pense que vraiment, elle est elle est supérieure aux autres. Et d'une manière ou d'une autre, on l'a réussi dans un temps record. Donc, vraiment, je dois dire que ça surpasse vraiment tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a travaillé pour l'opération de ce régime. C'est un effort de collaboration vraiment incroyable. Et Tacha, alors j'aimerais écouter ton opinion du nouveau registre. Bon, je vais répéter ce qu'Anthony vient de dire. C'est un produit excellent pour les consommateurs. Ça va leur donner une meilleure idée, plus de clarité et s'assurer que la personne qui travaille avec eux leur donne le conseil nécessaire. Parce que on s'assure de que la personne compte avec les capacités nécessaires pour vous aider. Et comme tu l'as dit aussi, c'est assez nouveau, mais néanmoins, c'est très important de voir comment FISRA va procéder et comment le consommateur arrive à comprendre ce registre, de comprendre que le registre est là, qu'il peut le trouver facilement. Donc, tout ceci fait partie de la planification à futur, bien sûr. Mais je dois dire aussi que l'autre partie qui a à voir avec tout ceci, c'est réfléchir à la personne qui n'arrive pas à trouver un conseiller ou un planificateur dans le registre. Alors, quels sont les pas à suivre pour que le consommateur puisse suivre? Parce que ça veut dire, si on arrive à voir, bien sûr, un cas que la personne peut-être n'utilise pas le titre adéquat. Donc, c'est un point à penser pour l'évolution de ce projet. Je pense que c'est information. Je pense que si quelqu'un veut savoir ou veut connaître le planificateur et les qualifications, alors ils peuvent chercher. Le défi en ce moment, c'est faire savoir aux consommateurs qu'ils ont cet outil, qu'ils peuvent chercher. La plupart des consommateurs n'ont pas accès à l'information. Donc, il n'y a pas, vous ne savez pas, la plupart d'entre nous, on ne lit pas la quantité d'informations qu'on reçoit d'habitude, même par courriel, mais on ne la lit pas. C'est pas quelque chose vraiment qu'on dédie le temps on y réfléchit. Parce que la tendance est de confier et on confie en personne. Donc, ça fait partie de l'éducation du consommateur et je pense que c'est une partie très importante d'éduquer et de nous assurer que les consommateurs se sentent plus à l'aise, non seulement avec leurs finances, mais sinon à la personne qui travaille avec elles. Et juste pour vous faire savoir, on se trouve dans la première phase. Donc, en tant que première phase, bien sûr, tout n'est pas parfait. Tout le monde n'utilise pas la même terminologie. Et donc, on peut dire actif, en bon état. Donc, il y a plusieurs définitions et on aimerait bien sûr arriver à un point où il y a vraiment une union, une symétrie entre toutes les terminologies. Mais il faut vous faire savoir que on continue à travailler pour améliorer le service. Mais néanmoins, c'est un excellent départ. Alors, une autre question. La question est pour tout le monde. Alors, je retourne à ce que tu as dit, Tacha. Happy Canada a avancé la planification financière pendant des décennies, localement et internationalement.
Est-ce que tu peux nous donner une idée de pourquoi ton organisation a décidé de travailler dans le cadre de protection et comment ça a affecté tes clients? Excellente question, Wendy. Bon, en tant qu'aperçu, je peux te dire qu'on a fait du lobbyisme activement pendant plusieurs années pour ce cadre de protection et je pense que c'est assez intéressant de donner du conseil ou des services de planification financière à tout le monde ou à n'importe qui. Et c'est important, surtout quand on observe le monde actuellement et la vulnérabilité des personnes, surtout des personnes qui reçoivent des conseils qui ne sont pas à leur meilleur intérêt. Donc, pour nous, c'était extrêmement important de nous assurer que les personnes qui offrent les services comptaient avec les compétences nécessaires pour protéger les consommateurs qui travaillent avec eux. Donc, c'était vraiment une idée assez claire et facile pour nous. C'est critique même de notre part. Et on doit s'assurer que les consommateurs, parce que la réalité, c'est que les consommateurs assez souvent ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Nous, par exemple, pendant qu'on discute avec plusieurs provinces et les individus de ces provinces, on s'est rendu compte que plusieurs d'entre eux ne savaient même pas. Je parlais avec le ministre des Finances et il m'a dit, écoute, je ne savais pas que c'était pas, il n'y avait pas une loi pour ça. Et c'est pareil pour les consommateurs. Nous, c'est notre profession, et même si on est un docteur en comptabilité ou n'importe quoi, ils sont tous régulés. Donc, voir comment l'Ontario établit ce cadre, c'est vraiment très important pour nous. Et c'était important pour nous de faire partie de ça. Et ils aiment, ils sont contents de ce précédent, ils sont contents de faire partie d'une... parce que ils sont toujours passés par un processus, un régime professionnel. Nos employés, mais ce qu'on fait maintenant, c'est que on, on l'a standardisé. Donc, ça fait partie de toute l'industrie. Et ce qui est important, c'est que les personnes sont vraiment contentes de dire qu'ils font partie du cadre où le consommateur, où l'intérêt du consommateur est le point le plus important et qu'on attend vraiment qu'ils suivent certains requis, certains standards d'éthique professionnelle. Donc, ça augmente la profession. Oui, merci. Je prends ton point. Je pense que dans le futur, il faut monitoriser TikTok et autres parce que vous pouvez remarquer que tout le monde est un expert dans ces plateformes. Alors, la même question à vous, Anthony. Bon, je pense. Je pense que en ce qui a à voir à la raison pour laquelle on participe de ce cadre, c'est vraiment une raison fondamentale. Parce que on a une croyance très profonde en tant qu'organisation autour de ce mandat. Yes. Donc, s'il y a une objection, si on pense des services ou l'industrie financière, donc le principe base, c'est la confiance. Donc, pourquoi avoir un comportement répréhensible autour de la protection des consommateurs? C'est vraiment assez clair et c'est vraiment très facile. Comme Natacha l'a dit, pour nous, vraiment, c'était vraiment facile à décider. J'aimerais ajouter aussi, d'un point de vue plus pratique, je pense que nous, en tant qu'organisation, quand on fait le sondage, et, et je parle alors de plusieurs années avant de la mise en œuvre de la loi de protection, au moins à Ontario. Mais quand on faisait le sondage, on parlait avec nos associés de corporatifs ainsi que nos associés académiques dans les universités de tout le pays. On a fait toute une analyse et on s'est rendu compte très rapidement que si la loi de protection, et particulièrement si elle commençait au-delà des frontières de l'Ontario, comme on imagine que ça va se faire, donc c'était vraiment très clair pour nous en tant qu'éducateurs et que corps crédentiel que pour garder notre relevance, il fallait participer de ce cadre. Donc, il y a un, il y a un côté pratique. Donc, l'autre partie de la question, c'est
la valeur des clients, ce qui a à voir avec la participation. Ça, c'est pertinent aussi parce que c'est une crédibilité instantanée. Si ils ont une de nos désignations, ils ont la confiance de compter avec une crédentielle qui a été comparée à plusieurs mesures. Donc, ça nous permet d'offrir un bénéfice secondaire, si on peut le dire de cette façon. Parce que ça donne alors l'information d'identification une confiance au moment de parler au client. Ça donne aussi beaucoup de confiance au client. Et la confiance aussi, parce qu'on répète beaucoup euh, l'intérêt principal pour nous, qui est la confiance. Mais je pense aussi que du côté des planificateurs et des conseillers, c'est que ce n'est pas seulement qu'ils comptent avec les crédits ou les édifications, sinon compter avec la possibilité de s'appeler eux-mêmes en tant que conseiller dans la province de l'Ontario. Qu'est-ce que ça veut dire? Autour de leur pratique et de la construction de leur pratique, c'est une plateforme vraiment très, très bonne pour la construction et la longévité de leur carrière dans ce champ. Donc, bénéfices multiples. Marie. Donc, on offre la planification financière depuis 1986 et on a commencé parce qu'on s'est rendu compte que les consommateurs avaient besoin d'avoir un conseil autour de leurs finances et surtout comment gérer leur argent. Alors, on a créé une quantité de désignations qui suivaient les carrières des différentes personnes. Donc, si tu arrives à la banque et tu veux commencer avec une licence mutuelle, quels sont les pas à suivre? Donc, on travaille de la main avec la banque pour aligner nos programmes avec les mouvements de l'industrie. Qu'est-ce que je fais au niveau base, la promotion, et ainsi de suite. Et donc, nos cours se concentrent autour de la carrière des personnes jusqu'à la planification financière. Du côté de la sécurité aussi, on a le sensage qui est nécessaire, les essentiels de gestion. Donc, c'était naturel d'ajouter la planification financière. Mais aussi, on compte avec des accréditations ISO pour compter avec la crédibilité dans cet espace. Donc, pour nous, c'était vraiment un pas à suivre assez naturel, hein. Donc, on était déjà aligné avec tous les demandes et les requis du Québec, un programme de 10 courses de 450 heures en anglais et en français pour permettre aux personnes à apprendre à organiser ses finances au Québec. Et donc, ici à Ontario, comme on parle d'une loi, maintenant, c'est naturel pour nous de commencer à travailler et dire, OK, on peut commencer à travailler de la main avec le titre de conseiller et planificateur financier. Donc, c'était un deuxième pas qui était vraiment naturel, comme Anthony l'a bien dit. Donc, si on va compter avec des règlements, on vous laisse s'assurer de compter avec les titres corrects. L'accréditation ESO aussi, elle est autour des compétences. Qu'est-ce que ça fait pour vous exactement? Ben, ça observe la gestion de toute l'organisation. Donc, par exemple, séparer les examens avec la construction de matériel pour s'assurer que vous comptez avec un code d'éthique bien établi, les processus, les procédures bien établies, de prouver les compétences, mais aussi documenter ses compétences pour déterminer comment on est arrivé à là. Et Natasha, tu peux m'aider un peu parce que c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps, ça consomme beaucoup de temps, et, mais néanmoins, c'est vraiment un honneur de compter avec cette accréditation ISO. Mais maintenant qu'on a ISRA, ça ajoute une couche extra à cet honneur. Eh ben, j'espère pouvoir ajouter un peu plus de valeur à ces examens. Bien. Alors, on a une autre question ici. Et la question, c'est pour tout le monde. Donc, je vais vous demander de chercher dans la boule de cristal, si vous pouvez un peu. Donc, la boule de cristal, c'est pour le futur. Comment voyez-vous le cadre, l'évolution du cadre de travail dans les prochaines années, particulièrement le rôle des CB pour continuer à travailler avec le client? Donc, on va commencer avec toi, Anthony.
Je pense que la plus grande tendance ou le facteur qui vient vers nous, c'est le rôle de la protection, de la loi de protection nationalement, donc au-delà de l'Ontario. Je pense que c'est inévitable. On sait qu'il y a d'autres juridictions qui travaillent en ce moment. Donc, je pense que c'est intéressant de voir comment les choses vont se dérouler. C'est vraiment très positif, parce que surtout si on parle de titre de protection Ontario dans un point de vue très positif, comme on le voit en ce moment. Donc, je pense que ce sera encore beaucoup plus positif na- nationalement. Mais je pense euh, qu'une doute qu'on a en tant qu'organisation, bien sûr, c'est nous assurer que pendant que le modèle se déroule, de compter avec une uniformité et une harmonie euh, autour du pays. Donc, on espère vraiment, on encourage le FISRA aussi, euh, pendant qu'il parle avec les autres corps et les autres juridictions, de se concentrer sur ce point et de faire la promotion de l'uniformité et de l'harmonisation. Parce que vraiment, ce qu'on ne veut pas, c'est compter avec un cadre national qui est divisé. Quand on a plusieurs divisions qui travaillent indépendamment. Donc, bien sûr, on sait qu'on va compter avec des différences très naturelles, idiosyncratiques, parce qu'elles vont représenter leur population. C'est normal. Mais au-delà de ce point, je pense que c'est vraiment très important, surtout pour la durabilité de ce plan, de compter avec l'uniformité. Donc, j'espère que FISRA puisse faire la promotion et encourager, et donc je suis sûr qu'ils le font déjà. Alors, je pense aussi qu'une autre tendance qui se déroule, peut-être, qui n'est pas en évolution, sinon qui a déjà évolué, c'est la technologie et son rôle. On sait que c'est un rôle qui est en croissance constante. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle et ça se déplace tellement rapidement. Juste l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était une conversation de science-fiction. On savait que c'était là, on savait que ça allait arriver, mais cette conversation, c'était toujours une conversation qui disait 5, 10 ans dans le futur. Mais à peine un an après, c'est là. Ça fait partie de la technologie d'aujourd'hui. Donc, le rôle de la technologie et l'évolution très rapide dans le service est très clair. C'est là. On ne peut pas l'arrêter, même si on veut. Je ne dis pas qu'on veut le faire, mais quand même, c'est là. Donc, comment l'embrasser, comment la gérer, comment travailler avec elle et aussi la réguler positivement. Donc, comment la réguler, surtout autour de l'utilisation éthique de la technologie du point de vue du client. Donc, pour FISRA, par exemple, quand on fait la révision des compétences pour les standards, est-ce qu'on doit compter avec des compétences qui parlent de la technologie et la compréhension du rôle de la technologie, particulièrement l'utilisation éthique? D'ailleurs, si on en pense, on peut argumenter qu'il y a beaucoup de concentration autour de la connaissance technique, mais peut-être la concentration doit être autour de l'utilisation de la technologie et non seulement répéter des actions autour du candidat ou des faits autour du candidat. Donc, le rôle de la technologie, je pense que c'est une tendance très importante. Donc, je pense alors qu'en ajoutant aux compétences ou l'utilisation de l'intelligence artificielle autour de la planification financière est possible? Oui, absolument. Et écoute, on sait qu'il y a plusieurs bénéfices, surtout venant de la technologie, particulièrement de l'intelligence artificielle, parce que on se trouve dans une étape vraiment très nouvelle. Donc, on doit se concentrer autour de l'utilisation éthique et de ne pas tromper ou donner un mauvais conseil au client et faire comprendre aussi au planificateur quelle est la technologie et quelle est la conséquence de cette technologie. Parce que c'est vraiment très facile d'imprimer un rapport, mais est-ce qu'ils comprennent les numéros et ce que ces numéros représentent de ce rapport? Et est-ce qu'ils peuvent expliquer ça au client? Donc, c'est un défi. Je crois que
Au fil du temps, on voit vraiment une évolution dans les services financiers offerts au sein de l'industrie. Nos institutions financières ont déjà développé leur personnel au niveau des compétences. Ils étaient donc en avance sur les tendances. Donc, je suis confiante qu'il y aura des différences. Il y en a en ce moment. Le régime du Québec est très différent de celui de l'Ontario. Celui de la Saskatchewan parle des différences. Le Nouveau-Brunswick parle d'autres choses. Donc, par province, il y a 7 autres provinces qui n'ont peut-être pas déclaré leur propre régime. Ce que je vois, et peut-être que les institutions financières vont s'attarder à cela, quelles sont les normes les plus élevées et elles vont peut-être se soumettre à celles-ci car elles veulent avoir des normes nationales. Les services de planification nationale. Et c'était un peu différent. C'est quoi un conseiller financier? On a tous nos représentants qui prennent des cours pour développer les compétences de leur personnel afin de pouvoir utiliser la qualification de conseiller financier de façon crédible. Et lorsque je vais de par le monde, l'éducation, la formation, ce n'est pas une culture aussi forte qu'ailleurs au Canada. Au niveau de la réglementation, on aura peut-être des variations sur un thème, mais au fil du temps, ce processus va évoluer et ces choses vont changer. On va probablement, au fil du temps, arriver à une norme. C'est peut-être pas réaliste de penser comme ça, mais j'espère et je suis confiant qu'on arrivera à un certain stade et que chaque province, en temps et lieu, décidera à quel niveau elles veulent être. Donc, j'ai confiance. Il y a une autre question au niveau de votre commentaire, au niveau d'augmenter les normes d'éducation pour les conseillers financiers et les planificateurs financiers, mais la formation en matière d'éducation financière semble assez basse. Qu'en pensez-vous? Vous êtes très éduqué au niveau financier vous-même. Êtes-vous en mesure de bien vous entendre avec les clients? Est-ce que vous pensez que vous pouvez bien comprendre leurs besoins? Je crois que c'est très important de comprendre leurs besoins, de mettre de côté votre expertise à vous et de comprendre les besoins des clients. Mais il y a aussi des, des aptitudes qui sont des aptitudes plus douces. Donc, ne parlez pas de ce que vous voulez offrir, mais écoutez vraiment. C'est une compétence d'écoute qu'on doit développer, des compétences non techniques. Où pensez-vous que votre client veut aller? Où va-t-il? Comment pouvez-vous accommoder ses besoins? Comment peuvent-ils gérer leurs finances? Et comment pouvez-vous leur expliquer, voilà, vous avez reçu ça dans la poste et voici à la page 10 et 12 sur lesquelles vous devriez vous attarder, l'essence de ce qui est important. Donc, au niveau individuel, je crois que c'est important de définir euh, les normes afin que les clients puissent vraiment s'y retrouver dans un domaine parfois technique. Tacha, nous allons terminer cette question en vous la posant à vous. J'aimerais aussi avoir vos réflexions, peut-être pas sur un parcours divergent, et les gens qui ne sont pas en ligne avec les besoins de leurs clients. J'aimerais faire un commentaire sur la dernière question posée. J'ai été impliquée au niveau de la réglementation professionnelle depuis 25 ans et je dirais que les leçons apprises et que la réglementation, c'est un domaine dynamique, évolutif. On ne définit pas un cadre et on se dit c'est terminé, c'est fini. Non, il faut constamment prendre du temps pour faire évoluer le cadre réglementaire et atteindre
les meilleures pratiques et c'est pas toujours faisable dès la première fois. La FISRA commence à reconnaître qu'il y a probablement des améliorations nécessaires par rapport à l'harmonisation nécessaire de par le pays. Les autres provinces souvent, font des précisions importantes. FISRA définissent, que certaines choses qui s'appliquent bien, au Québec ne s'appliquent pas nécessairement bien en Ontario. Donc, je suis très ouverte, à la révision nécessaire du cadre réglementaire. Donc, pour revenir à ce que tu disais plus tôt, Anthony, la question de la technologie, non seulement devons-nous nous adapter aux questions de la nécessité de s'ajuster aux technologies, mais comment allez-vous mettre en application, définir des nouvelles normes? On doit, de façon régulière, revoir, re repeaufiner, redéfinir les normes et c'est comme ça, je pense, qu'on va arriver à protéger le consommateur dans l'environnement où il se trouve aujourd'hui. Mais aussi, ils seront protégés si on travaille comme ça dans l'environnement dans lequel ils se trouveront dans le futur. Donc, gardez en tête que les choses vont évoluer et qu'on doit continuer à les protéger. Au niveau de l'éducation financière, les conseillers et les planificateurs n'ont pas toujours tendance à faire de la formation continue. Et comment pourrions-nous nous assurer que les gens fassent cette éducation financière continue? Peut-être de prendre le temps, des sessions, comme on disait plus tôt, des compétences non techniques, mais prendre le temps de leur expliquer: «Voici les options que vous avez». La planification, c'est vraiment un travail, de longue haleine, basé sur des buts. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que le client veut, de quoi ils ont besoin et les aider à voir les options qu'ils ont déjà. Voilà, vous avez telle option, elle existe. Prendre le temps de leur expliquer quelles sont les options qu'ils ont, quels sont les choix qui s'offrent à eux et les guider. C'est un petit peu aussi de la formation informelle. Il faut les amener le long d'un parcours afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et lorsque vous regardez la planification financière, c'est vraiment une question de but, d'atteindre des buts et vous voulez être un partenaire de vos clients afin de les aider à atteindre leurs buts. C'est donc une relation. Vous avez parlé plutôt de la confiance. Vous ne pouvez pas bâtir la relation s'il n'y a pas d'abord une relation de confiance qui a été bien établie. Une fois que ça a bien été établi, le client va vous suivre. Le client viendra à prendre en considération vos conseils, pas simplement du niveau technique, mais parce qu'ils auront confiance en vos conseils pour les besoins qu'eux ont. Malheureusement, on a beaucoup d'opportunités d'apprendre en matière d'éducation financière, mais c'est pas toujours utile pour le client moyen et ce qu'on perd, je crois, c'est que les gens ne vont qu'apprendre les choses qui sont utiles et c'est ça notre rôle de planificateur, c'est de s'assurer que les notions qu'on apprend, les compétences qu'on développe seront utiles aux consommateurs. Alors, c'était la fin de nos questions pour le panel. J'aimerais remercier les membres experts du panel ici aujourd'hui. J'espère qu'on aura d'autres questions, beaucoup de temps qui va rester pour d'autres questions. Kirabel, si tu es prête, on a du temps. Alors, cette prochaine question, chaque présentateur peut-il décrire la façon de prendre en charge le processus de plainte présentée par les consommateurs? Alors, Anthony, on te donne d'abord la parole. Bien sûr. Je crois qu'on a d'abord un système de prise en charge des plaintes assez robuste. Selon notre perspective, il se peut que des plaintes soient initiées de 2 façons, par le public d'abord ou d'un autre côté, une autre façon, on a peut-être identifié
vérifier que parfois, ça peut être par un comité disciplinaire, une autre organisation, et donc cela va enclencher un autre processus distinct. Si on parle d'un processus de plainte de la part du public, la première chose qu'on ferait, ce serait de récolter les informations du plaignant et de vérifier qu'il y a un mérite à la question. La semaine dernière, on a eu une plainte et c'était par rapport au retour sur investissement, au rendement sur les investissements. Donc, la personne nous disait, bon, je ne suis pas à date avec le marché, je sens que je, je, je ne reçois pas mon dû. Alors, le mérite de de la plainte, une fois qu'il est établi, on ouvre le dossier, on doit parler aux conseillers ou aux planificateurs, on doit prendre en considération leur point de vue à eux afin de comparer les deux points de vue. Et après, le processus d'enquête commence. Notre comité de d'étude de la conduite initiale va donc, en général, remarquer dès le début qu'une portion d'éducation est en question, est pertinente. Il faut éduquer les conseillers. Si jamais ils sont responsables d'un certain bris, d'une certaine inconduite, souvent, ce qu'on remarque, c'est que les bris sont reliés à une confusion, une, une incompréhension qui a eu lieu, quelque chose qui n'a pas été précisé. C'est pas nécessairement intentionnel et malicieux, mais il y a eu un manque de clarté, quelque chose qui n'a pas été clairement bien expliqué. Donc, en général, on peut remédier à cette situation, ça fonctionne. Si c'est plus sérieux, par quoi ça peut l'être, il faudra regarder des sanctions plus sérieuses aussi. Donc, ça peut être lié au titre de la personne. Donc, parfois, on peut transférer la question au panel sur les questions d'inconduite et les membres du panel vont parler directement avec les personnes en question. Et une suite de différentes sanctions peuvent donc être ensuite en question, révision des qualifications. J'ai passé plusieurs étapes, là, juste par intérêt pour le temps, mais en général, c'est comme ça que le processus, grosso modo, se développe. Il y a 3 membres de personnel qui sont dans la salle et qui des conseillers. Donc, je vais essayer vraiment d'être correcte. La première étape, comment gérons-nous une plainte? C'est très similaire à ce qu'Anthony a dit. Évidemment, on a un mécanisme, on s'assure d'informer les consommateurs et on fait en sorte qu'on est proactif. On a des mémorandums, on partage les informations à travers la communauté réglementaire. On fait des études, on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres plaintes qui ont été mises dans le domaine pour cette personne. Et ensuite, l'équipe d'enquête va prendre en charge l'étude de la plainte. On a des standards de responsabilité professionnelle, des standards de pratique professionnelle, d'aptitude, et on va regarder si la plainte est en lien avec ce qui s'est passé. Quel geste en particulier doit-on étudier? Une fois que cette enquête est complète, elle va être prise en charge par notre panel sur la conduite. Et ce panel va étudier la question et étudier est-ce que ceci est litigieux, est-ce qu'il faut faire monter la question à travers des conseillers à un niveau plus élevé, ou est-ce que c'est quelque chose de simple qu'on peut régler,
qui ne devrait pas nous préoccuper? Est-ce que le planificateur a simplement omis un geste sans faire quelque chose de grave? Est-ce qu'il a fait une petite omission? Est-ce que c'est suffisamment grave, ou non? Et souvent, si c'est une erreur flagrante, on a, des membres, du public sur nos panels qui sont bénévoles et ils travaillent avec nous et ils vont entendre, la question, ils vont prendre la décision et les sanctions seront imposées. L'autre partie de notre processus, c'est d'avoir de la représentation publique sur notre panel et à travers le processus, nos décisions sont publiques, tout est public, toute décision est publique, toutes nos audiences sont publiques et tout est transparent dans notre processus. Et l'autre chose que je voulais ajouter, c'est qu'on a des standards, à savoir combien de temps ça peut être nécessaire avant de pouvoir revenir au plaignant. Si c'est 3 ans plus tard, c'est beaucoup trop long et trop long. Donc, on a des temps charnières à respecter et de façon annuelle, on répond et de façon annuelle, on met en lumière tout le travail qu'on a fait avec des normes très transparentes. Bon, Marie, oui. Je ne veux pas sonner comme un écho et répéter les choses, mais on a des processus similaires. Mais le point de départ le plus important, c'est la plainte et comment elle est gérée. Et si c'est quelque chose qu'on peut gérer, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut éventuellement prendre ou retirer le titre de cette personne? Donc, on va étudier chaque plainte individuellement pour déterminer comment on doit gérer. Il y a un processus à suivre, il y a un corps de plainte, il y a un corps externe qui la supervise. Donc, c'est un parti tiers qu'on connaît assez bien, qui ont beaucoup d'expérience et peuvent juger selon notre processus, qui est un processus similaire aux fonctions décrites par Natacha et Anthony, et pouvoir dire, alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne et finalement, si on prend une décision. Aussi, on détermine les autres corps. Qu'est-ce qu'ils font, les autres corps? Si cette personne s'est déjà plaignée avec la FSRA, à FP Canada ou au groupe d'Anthony, parce qu'on doit travailler en concert pour déterminer si c'est nous-mêmes qui ne font pas, on ne fait pas les choses bien. Donc, il faut agir en concert et on essaie de nous assurer de travailler ensemble, de la main, et s'assurer qu'au moins deux personnes puissent investiguer pour chercher à trouver une solution ensemble. C'est vraiment bon, écoutez, parce que c'est une de nos préoccupations réelles. C'est alors, si on passe d'un CB à un autre, donc vraiment pour moi, c'est un plaisir d'écouter. Donc, l'autre question, quels sont les pas pour arriver à cette éducation financière à un niveau secondaire et tertiaire? Bon, il y a beaucoup à faire. On peut commencer avec les enfants qui sont assez jeunes pour qu'ils comprennent les bases financières, quelque chose que nous, on n'a pas fait parce que moi, je n'ai pas reçu cette éducation. Je pense que ça commence à la secondaire ou même primaire. Et l'idée, c'est de développer un confort avec la situation financière, même si elle est très simple, et que cette culture fasse partie de leur idée et pas quelque chose comme, oh non, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire, comment gérer l'argent. Donc, alors, c'est de changer la mentalité des personnes à un très jeune âge autour de la gestion de l'argent. Donc, aussi, je pense qu'il y a plusieurs, bon, beaucoup alors, de programmes de consommateurs qui existent pour euh, l'éducation financière.
Mais c'est vraiment très difficile, même si on encourage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une culture d'éducation financière. Donc, même si les programmes existent, on n'a pas encore développé vraiment les produits ou ces services financiers. Donc, c'est un travail énorme, je pense. Et même si on a une idée de la différence entre la planification et le conseil financier, je sais que la plupart des personnes ne connaissent pas cette différence. Donc, l'éducation est très importante et il faut continuer à travailler pour éduquer la personne. Je pense que c'est très important et je m'arrête là. Tacha, je pense que pour améliorer l'éducation financière, il faut observer deux points, la modalité, la livraison, parce que la livraison et la présentation n'est pas la même pour tout le monde. Si tu essaies d'éduquer des étudiants de secondaire ou une personne étudiant en primaire, parler de l'argent avec eux, alors vraiment, c'est pas intéressant pour eux. Donc, il faut utiliser un peu la créativité pour parler autour des points et surtout pour les engager autour de ce sujet. Donc, ça, c'est un point très important. Autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que l'éducation financière n'est pas égale, hein. Il y a des groupes qui ont des défis différents. Donc, il faut faire face à cette diversité, et surtout dans les différents programmes, hein. Donc, on parle de, pas seulement de l'éducation secondaire et tertiaire, mais une des choses que nous, on fait, c'est que on compte avec un système d'éducation financière qui s'offre dans, dans les cours, un des premiers cours, c'est pour les non-canadiens. Et une des choses qu'on réalise dans ces cours, c'est offrir le cours en farsi et en hindi et dans les langues que les nouveaux Canadiens parlent pour qu'ils puissent vraiment se bénéficier de la connaissance qu'ils sont en train de recevoir. Donc, ce point de vue de à qui tu parles et comment te connecter avec ces personnes est très important parce qu'il y a beaucoup d'entraînement. Il y a plusieurs institutions qui offrent l'éducation. Il y a une grande quantité d'ONG qui le font. Mais néanmoins, le point clé, c'est vraiment de connecter avec les personnes pour que les personnes puissent comprendre. Et ça, c'est important, surtout pour leurs circonstances particulières. Bien, bien, merci. Anthony, je sais que tout ton travail on, sont autour de la retraite et tout ce que je lis, c'est des personnes qui pensent à la retraite et c'est négatif, qu'ils ne se sentent pas prêts, qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc, est-ce que peux-tu nous parler un peu de l'éducation dans- autour de ce sujet? Bah, je pense que le point le plus important, la concentration, c'est que la conversation autour de la planification financière des individus, ce qu'ils pensent principalement, c'est à la retraite. Est-ce que je pourrais non seulement prendre la retraite, mais est-ce que je pourrais garder ou améliorer mon style de vie? Donc, ça, c'est la conversation qui domine la planification financière. Et ça, c'est l'angle qu'on a décidé d'étudier. On veut s'assurer que, au moment de parler de la retraite, hein, et suivant les mots de Tasha, quand on parle de vraiment comment connecter avec les personnes, c'est une conversation qui doit se faire à la taille de la personne qui reçoit l'information. Donc, par exemple, jadis, avec quand tu travaillais les cours Capstone, on comptait à cette époque, bon, on avait une demande où les étudiants devaient présenter un plan financier suivant un cas d'étude. Donc, c'était une exigence qui n'était pas tout le temps là, mais elle était assez souvent. Donc, on travaillait avec les planificateurs qui dédiaient un temps énorme à tout ça et assez souvent, ils préparaient un document de 100 ou 120 pages avec des calculs et des projections vraiment compliquées. Et tout ceci pour un individu qui a 25 ans, qui vient de terminer l'université et qui vient de commencer à travailler. Donc, imaginez-vous, si je présente tout ceci à un étudiant, donc imaginez-vous si tu laisses tomber ce livre énorme de 125 pages à un individu qui vient de commencer sa vie. Est-ce que tu penses qu'il va vouloir lire ce document ou s'ils vont le rejeter?
Donc, l'idée de la planification financière, c'est que les personnes doivent l'accepter. Donc, si tu quittes la maison et la personne, elle est toujours assise, est-ce qu'elle voit ce document et elle le rejette ou est-ce qu'elle continue à lire ce document? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut compter avec une compréhension et c'est là où les conseillers spécialisés peuvent apprendre énormément. Il faut comprendre ton audience, il faut comprendre ton public et déterminer qu'est-ce qui marche et quel est le langage adéquat. Je vois plusieurs planificateurs qui utilisent la terminologie technique, par exemple. Il y a une quantité énorme d'acronymes et de terminologie, ça peut combler. Et dans certains cas, bien sûr, c'est adéquat. Mais dans d'autres cas, non. Et je pense que, et c'est pour ça que je pense que l'éducation est très importante pour les planificateurs, c'est leur enseigner à reconnaître le niveau adéquat de parler avec un client. Parce que si tu veux que ce client achète ce que tu dis, alors tu dois connecter avec ce client. Bien, merci. Parce que je dois dire particulièrement que oui, un document de 125 pages, ouais, je vais me sentir vraiment intimidé. Et c'est une vérité. On fait tous, on participe de ce monde et c'est facile vraiment d'oublier que les autres ne connaissent pas ce monde. Donc, c'est un petit problème. On a une question. Cette question est pour moi. Comme superviser euh, les intérêts du client, s'assurer que ses intérêts soient toujours mis d'abord. Donc, je vais lire le titre de l'introduction. Donc, il faut travailler avec le client avec compétence, honnêtement et de bonne foi. Ça, c'est à la tête. Donc, on pense, c'est notre croyance que ce, il faut travailler avec le client. Le client est le premier autour de la préparation, la planification et le conseil financier. Et on attend que tous les participants, incluant ceux qui se trouvent ici présents, puissent garder ce principe comme le principe base au moment d'aider une personne. Donc, une des mesures qu'on utilise, et on a fait une récemment avec la première évaluation qui s'est réalisée euh, pour CB, on s'assurait que les CB gardaient la responsabilité pour le code de conduite autour du client. Et non seulement ça, sinon il fallait le faire annuellement et offrir un témoignage. Non seulement le témoignage, mais il y a une mesure qui s'applique pour s'assurer que tout le monde le fait. Donc, on s'assure de rappeler à ceux qui peut-être pourraient oublier. On s'assure aussi, et on a parlé de CSI, les webinaires qui communiquent activement et constamment ces principes. Donc, soit les séminaires, les webinaires, les programmes CE, tout ceci fait partie de l'apprentissage constant, de l'éducation constante. Et finalement, on peut vérifier avec les consommateurs. La satisfaction du consommateur nous va faire savoir si le travail s'est bien fait. Et je pense que ça, c'est un principe qui va rester autour de la protection de titres. C'est définitivement la base. Et je pense que l'idée, c'est que je pense que c'est la critique la plus récente, qu'il y a un processus de vente qui se fait. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas avoir. Donc, il me, je pense qu'on a le temps pour une autre question. Est-ce que FISRA va augmenter le standard minimum pour l'utilisation des titres comme le Saskatchewan propose? On a parlé un peu de l'harmonisation aujourd'hui, l'uniformité, et je peux vous dire que une des choses qui se fait, dont je suis vraiment très fier jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on fait une révision du cadre complet.
Et je pense que c'est un point très important. Le secteur le plus récent, c'était les fournisseurs de services de santé qu'on a réalisé en 2014 et on n'avait pas encore fait la révision. Donc, je suis vraiment fier de dire que on le fait. Donc, qu'on peut appliquer les leçons apprises très tôt. Donc, le Saskatchewan, ils ont développé leur propre papier qui avait des standards beaucoup plus élevés pour les conseillers financiers, mais aussi qui comptait avec d'autres pouvoirs disciplinaires dont nous, on ne compte pas. Donc, pendant qu'on continue à réunir les évidences de l'évaluation de ce cadre, on va observer le Saskatchewan et ce qu'il propose. Dans le temps, on va observer la phase future de protection de titres comme le principe de croissance continue qu'elle est. Donc, on continue à étudier les évidences, à la récopiler. Et si on pense que c'est le pas à suivre, on va certainement étudier ce pas. Je peux vous dire qu'à la Nouvelle-Brunswick, qui est une autre province où nos politiques, bon, le personnel de politique est en contact avec le personnel de Saskatchewan, ils ont déjà présenté leur documentation en janvier, mais ils n'ont pas proposé une augmentation de ce standard. Donc, voilà un autre exemple de manque d'uniformité. Mais pendant qu'on continue, on va évaluer le cadre. Donc, certainement, tout ceci, on va considérer. Et je pense qu'avec ça, on termine. Je veux encore une fois remercier le panneau. J'ai appris beaucoup. Et c'était vraiment, je peux dire que c'était une mini consultation pour nous, entre nous. Donc, j'apprécie énormément tout. Euh, Et encore une fois, merci beaucoup. J'espère que ceux qui sont ici présents et ceux qui écoutent numériquement, vous avez appris quelque chose. Merci encore une fois. Et je crois qu'on a une réception à 2 heures, de 2h30 jusqu'à 3h30 dans le salon principal. Donc, vous êtes invités et je pense qu'il y a un cash bar aussi, je ne sais pas. Mais définitivement, ça va nous donner l'opportunité de créer des réseaux et de nous connecter. Donc, encore une fois, merci.